Nous avons le plaisir d'accueillir Brigitte Pasquelin, que Philippe Henry a présenté il y a quelques secondes. Donc, elle est consultante chercheuse de la associée d'Atemis. Atemis qui intervient pour accompagner des entreprises ou des territoires qui sont engagés, évidemment, dans la transition vers l'économie de la fonctionnalité. Elle est co-auteure de cette étude qui a donc été réalisée pour l'ADEME. On recevra dans quelques minutes le président Arnaud Leroy. Donc, pour cette étude, chère Brigitte, vous parlez de vision. Qu'est-ce que ça signifie, ce terme? Oui, prenez un micro, ce sera plus pratique. Oui, bonjour à tous. Alors, une vision, en fait, c'est une utopie. C'est une utopie pas au sens de quelque chose qui ne serait pas réalisable, bien évidemment. C'est une utopie au sens d'un projet souhaitable qui, finalement, en rencontrant une audience, pourrait trouver à se réaliser. Voilà. Alors, la vision, le jeu auquel vous avez accepté de vous prêter avec moi. Ne dévoilez pas tout, on va le dire dans une minute. Donc, effectivement, on s'appuie sur un modèle économique émergent qui s'appelle l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Voilà. Et qui revisite en profondeur à la fois les relations clients, les relations même avec les parties prenantes, les modes de production, le modèle de revenu, bien évidemment. Donc voilà, c'est un modèle économique qui rejoue, je dirais, l'ensemble donc des composantes d'un modèle économique. Avec une vision à long terme, c'est ça l'intérêt. Alors effectivement, l'intérêt, c'est de se décaler, se placer dans un futur, de façon à, je dirais, libérer notre pensée. Dès lors qu'on est dans le présent, on a tous des bonnes raisons pour dire oui, mais réellement. Donc là, on s'affranchit du oui mais en se positionnant par exemple en 2050. Oui. Ça permet de libérer la pensée, d'être beaucoup plus créatif et d'aller vers donc de nouveaux modes de consommation, de nouveaux modes donc de relations à la fois interentreprises, mais également de nouveaux modes aussi de penser une économie territoriale. Alors, utopie visiez-vous? J'aime bien ce mot utopie. Et comme le disait le grand Théodore Monod, utopie, c'est pas du tout ce qui était réalisable, c'est ce qui n'est pas encore réalisé. C'est dans ce sens-là qu'on le prend pour l'économie de la fonctionnalité. Alors, je vous demande, mesdames et messieurs, d'imaginer que nous sommes en 2050. Nous sommes en 2050, ce qui est en soi une première bonne nouvelle, puisqu'on est toujours vivant, à peu près en état de marche, j'imagine. 2050. Et pour montrer à quoi peut ressembler cette économie de la fonctionnalité, on prend un exemple, c'est une entreprise familiale qui partait d'une activité de production maraîchère et qui s'est redéployée en prenant appui sur le modèle de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Et comme en 2050, on a fait beaucoup de progrès, Brigitte est capable d'incarner en même temps 3 personnages. Un élu, nous le verrons tout à l'heure, un chef d'entreprise ou une chef d'entreprise et une maman. On va commencer par la maman. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Racontez-nous comment vous avez fait appel à Cuisine Sain et qu'est-ce que ça vous apporte en fait? Alors, il faut que je raconte toute l'histoire en fait. Tout a commencé par les allergies alimentaires que faisait notre cadet Théo. Donc ces allergies alimentaires nous ont invités, donc obligés même, à nous détourner des plats tout préparés, donc que nous avions l'habitude d'acheter sur les rayons de la grande distribution. Et puis après, juste après, en fait, c'est notre aînée Léa qui, elle, a commencé à refuser de manger. Ça a commencé par les bébés animaux, et puis après, elle nous a menacé de manger tout court de la viande. Vous mangez des bébés animaux, excusez-moi. Mais... ouais. On mange encore. Du veau, par exemple, c'est ça? Oui, c'est ça, voilà, du veau, de l'agneau. Alors, ça nous a réinterrogés, et donc nous nous sommes rapprochés donc de producteurs respectueux du bien-être animal. Voilà. Vous imaginez bien qu'entre faire les courses et faire la préparation des repas, c'était un véritable casse-tête à la maison. Oui. Ça prenait du temps aussi beaucoup. Et ça prenait beaucoup de temps. Voilà. Alors, d'abord, on a des amis qui nous ont parlé d'une AMAP qui n'était pas très très loin de chez nous. Alors, ça nous est apparu très attractif, très réjouissant. Ce qui nous plaisait particulièrement, c'était finalement de prendre un rôle, c'est-à-dire ce qu'on appelait à l'époque devenir consommateur. Consomme-acteur, c'est-à-dire acteur finalement d'un nouveau mode de production, d'un nouveau modèle économique. Mais très vite,
on s'est rendu compte que c'était pas suffisant. Il nous fallait autre chose. Vous savez, passer du pot-au-feu et du bœuf bourguignon à finalement un nouvel apprentissage d'une nourriture, c'est pas si simple quand même. Donc on a vraiment senti le besoin d'être accompagné. Oui. Alors c'est ce que nous propose Cuisine Sain. Donc Cuisine Sain, c'est un accompagnement. Ça nous offre, finalement, c'est une offre globale qui nous accompagne, d'une part par des produits qui sont sains, qui sont donc équilibrés, qui sont vitaminés surtout pour nos enfants, et puis ça nous propose aussi à la fois des recettes, des conseils nutritionnels, et puis ça nous accompagne, c'est-à-dire par exemple Cuisine Sain organise des cours de cuisine à proximité de chez nous, chez nos voisins. D'accord. Donc ça crée du lien social aussi d'ailleurs. Donc on y va, c'est tout à fait agréable. Voilà. Alors, vous avez gagné du temps aussi, vous disiez que ça, c'était compliqué aussi sur ce plan-là. Oui, parce que en effet, dans l'offre Cuisine Sain, il y a tout un aspect logistique également. Et donc, ça nous fait gagner du temps et surtout, on gagne en temps de déplacement. Donc, on a beaucoup limité nos déplacements également. Ah oui. Donc, ça signifie que l'offre, elle est vraiment globale, quoi. Oui, c'est ça une part offre. des courses, la manière de cuisiner, Exactement. de gérer, on est accompagné dans une nouvelle façon de nous alimenter. Alors, Brigitte, vous êtes à présent Damien. Damien, il est donc chef d'entreprise. Pourquoi ça se voit pas? Pourquoi vous riez? On est Damien. toujours sur des clichés comme la maman qui est consommatrice, oui, le chef d'entreprise qui est masculin. Bon, je pense qu'en 2050, ça sera inversé. Mais je suis coupable parce que c'est moi qui ai écrit le récit, donc je plaide coupable. Hein. Oui, voilà. Merci de me dédouaner quand même, parce que... Non, mais pour la maman, alors, je pense que la journée promet des débats assez compliqués. Je pense qu'on ne va pas rentrer dans la notion de maman, papa. Oui. On va le repousser à une prochaine échéance. Alors, Brigitte, vous êtes donc Damien, chef d'entreprise. Ouais. C'est quoi l'histoire? Comment elle a commencé? Eh bien, c'est une histoire familiale au démarrage. C'est-à-dire que au début des années 2000, c'est mon père qui a créé une exploitation de maraîchage bio. Et on voyait bien qu'il rencontrait quand même quelques difficultés. Donc j'ai souhaité transformer complètement l'entreprise. Donc aujourd'hui, cette entreprise offre une solution globale. Alors et surtout dans une dimension. Donc finalement, en fait, nous vendons toujours évidemment nos légumes, mais nous avons surtout augmenté, je dirais, notre offre dans une dimension servicielle. Alors ça ne veut pas dire qu'on a ajouté des services, vous voyez, additionnels, si je puis dire. On a plutôt conçu une offre globale dans une intention qui serve un enjeu central, qui est celui du bien vivre alimentaire. Oui. Et votre métier reste le même au départ. Vous continuez à faire du maraîchage. On continue à faire notre maraîchage. Notre production est toujours identique, donc ça n'a pas baissé. En revanche, effectivement, on s'est développé dans un sens d'une offre globale. Cette offre globale, permettez-moi de vous la décrire très très brièvement, mais c'est effectivement nous accompagnons en fait à la fois des ménages et la restauration collective, que ce soit les écoles primaires, etc., mais les collèges également, mais aussi de la restauration collective, notamment les EHPAD. Voilà. Et nous les accompagnons donc à la fois donc dans j'allais dire la fourniture, enfin donc la disponibilité de produits qui sont sains, qui sont produits dans le respect à la fois de la terre, mais des aliments, donc dans une direction de santé. Mais en même temps, donc, nous mettons à disposition donc de ces personnes à la fois des cours de cuisine, des conseils, voilà. Donc, nous avons toute une panoplie, je dirais, d'une offre globale. Oui. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que l'écosystème est coopératif. Alors, vous n'êtes pas tout seul, vous faites appel à d'autres personnes. Vous imaginez bien qu'on n'a pas pu faire cette transformation par nous-mêmes. Oui. Donc on a été noué des coopérations avec différents acteurs autour de nous, notamment des petites unités de transformation que nous avons révélées ou bien qui se sont créées autour de cette offre.
Par exemple, également, nous avons été chercher des compétences en matière de nutrition, donc auprès de médecins, de nutritionnistes, ou bien également un naturopathe qui est rentré également dans cette coopération, également une entreprise de logistique. Vous imaginez bien. Et donc, en fait, nous avons constitué ce qu'on appelle maintenant un écosystème coopératif. Pour les revenus de l'entreprise, comment ça marche? Vous appuyez sur quel modèle, en fait? Alors, les revenus de l'entreprise, la structuration de notre revenu a énormément changé. C'est-à-dire que ce qui est très très intéressant dans le modèle que nous avons adopté, qui est celui de l'économie de la fonctionnalité, c'est qu'en fait, nous sortons finalement d'un revenu qui est uniquement indexé sur le volume de notre production maraîchère, qui est forcément limité, vous le comprenez bien. Et donc, nous nous rémunérons sur les effets utiles, c'est-à-dire sur la valeur que cela produit pour les acteurs. Je vais vous donner 2 exemples simplement, sinon ça va être un petit peu difficile à comprendre. Le premier, c'est que par exemple, nos produits, ou plus exactement les cours de cuisine, tout l'accompagnement que nous réalisons auprès des ménages, ça a de la valeur par exemple pour la collectivité, parce que ça aide à réduire un certain nombre de maladies cardiovasculaires, le surpoids, etc. Ça veut dire que la caisse maladie vous finance? Eh ben, exactement, c'est exactement ça. Alors, c'est la Caisse nationale de la santé, Et donc la Caisse nationale de la santé, effectivement, contribue à notre modèle de revenu. Typiquement, un autre court exemple, qu'est-ce que je peux vous donner par exemple? Typiquement, aujourd'hui, ces nouvelles habitudes alimentaires contribuent également à baisser le gâchis alimentaire, qui était vraiment un souci il y a 20 ans de ça, dans les écoles, dans les EHPAD, etc. Et donc, là, ce sont les gestionnaires de déchets qui rentrent dans la structuration de notre revenu, donc qui contribuent à notre revenu, parce que eux-mêmes, ils ont un engagement de performance vis-à-vis des collectivités. Et donc, ils ont tout intérêt, effectivement, à ce que nous, en amont, on travaille cette question. Oui, il peut y avoir l'eau aussi. Alors exemple. Oui, l'eau. Alors l'eau, c'est directement lié à notre production. C'est-à-dire, mais ça, c'est déjà un peu plus établi dans les années déjà 2000-2010. C'est qu'effectivement, l'agence de l'eau contribue également aux revenus dans la mesure où nous avons une production respectueuse de l'environnement. Donc ça signifie que vous ne faites plus du tout le même métier qu'avant, hein. On l'a compris. Oui, alors c'est vrai que complètement différent. Ça a beaucoup changé les métiers en interne, mais également ça crée de nouveaux métiers au sein de notre écosystème. Donc ça c'est très très important et ça nous demande de porter des investissements, notamment en matière de professionnalisation de notre personnel, qui a beaucoup grandi depuis que j'ai repris l'entreprise de mon père. Là, notre toute petite difficulté, mais maintenant ça y est, c'est résolu, c'est que notre banque au démarrage, elle avait du mal finalement à porter des investissements qui portaient sur de l'immatériel, c'est-à-dire de la formation, etc. Notre banque, on n'avait pas de souci à ce qu'elle finance des équipements de production, mais dès lors qu'on lui demandait de porter des investissements immatériels, ça devenait compliqué. Et si je peux vous expliquer en 2 mots, si mon conseil financier était là, c'est que finalement, notre modèle économique, il s'appuie sur 2 courbes. Il y a la courbe de production de matière, c'est-à-dire le facteur matériel qui décroît, et en fait, on a le facteur immatériel qui augmente. Et nous avons un nouvel indicateur qui est ici, à la croisée de ces 2 courbes, qui est l'angle, et qui permet de finalement mesurer notre performance. Alors, merci Damien. Brigitte, vous êtes désormais un élu, ou une élue? Monsieur ou Madame le maire. Je crois que vous avez mis un monsieur le maire d'ailleurs dans les... Ah ben voilà. Je suis fautive. Je suis fautive. Voilà, enfin un truc normal. Vous avez suivi cette affaire, monsieur le maire. Que pensez-vous de ce modèle? Eh bien, j'ai bien connu le père de Damien, en fait. Je l'ai bien connu et l'entreprise... était vraiment en difficulté, donc le père de Damien, il savait pas trop s'il devait transmettre son entreprise à son fiston, parce qu'il y avait une pression
de plus en plus grande à cette époque-là, une pression sur les prix, notamment le revenu. Oui, le revenu était de l'entreprise était majoritairement en direction finalement de la grande distribution bio à l'époque. Et donc voilà, donc il était très 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 inquiet. Alors moi je suis ravi en tant qu'élu parce qu'en fait Damien, il a réussi le pari. Donc non seulement il a repris l'entreprise, il a créé de l'emploi sur notre territoire, mais en plus l'écosystème coopératif qu'il a monté, ça a changé toute une dynamique sur notre territoire. Pas seulement sur le secteur donc du bien vivre alimentaire, de l'alimentation, mais simplement ça nous a ouvert la voie donc à un nouveau modèle économique territorial. Donc nous pensons aujourd'hui le développement territorial d'une autre façon. Qu'est-ce qu'apporte le nouveau modèle à la collectivité, à la mairie en l'occurrence? Ouais. Alors, c'est à la fois, y a des éléments qui sont mesurables, et puis il y a des éléments que nous constatons plus que nous ne mesurons. Alors typiquement, la question pour nous du déchet, c'est très très important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que nos ménages, nos citoyens, ont changé d'habitude alimentaire. Et ce changement des habitudes alimentaires, non seulement c'est tout à fait bénéfique pour la santé des personnes, mais en plus, ça nous a permis de réduire drastiquement nos ordures ménagères, en fait. Voilà, le gâchis alimentaire et à la fois également dans nos écoles. Et puis, vous parliez tout à l'heure des conséquences sur la santé, ça aussi c'est mesurable? Oui, alors la santé malheureusement c'est pas mesurable. Ce qu'on mesure généralement c'est la non-santé, c'est la maladie. Hein. Oui. mais en revanche, nos enseignants, ils nous témoignent qu'effectivement nos enfants sont en meilleure santé. C'est typiquement, alors évidemment il y a les taux d'absentéisme qui se mesurent parfaitement. Nos enfants sont moins malades, ils sont moins absents de l'école. Alors rigolo parce que nous avons un effet indirect de ceci, c'est-à-dire que finalement les médecins de notre territoire, on était un petit peu serrés, hein, vous savez, compliqué nos campagnes au niveau des médecins, et bien finalement ça a détendu l'accès aux médecins parce que les médecins sont moins sollicités par les enfants et donc ils ont plus de temps à passer sur nos aînés. Alors, on l'a compris, vous soutenez Cuisine 5. Comment vous intervenez financièrement ou sur d'autres Eh bien, tous secteurs? Ces bénéfices, encore une fois, qu'on n'est pas toujours en capacité de mesurer, de quantifier par des chiffres, mais qui sont là. C'est pas parce qu'on n'arrive pas à les mesurer, on les constate, si vous voulez. Eh bien, on a voté au conseil municipal, finalement, ce qu'on appelle finalement une dépense acceptable. Une dépense acceptable, bon, pour vous donner à peu près, j'ai plus les chiffres complètement en tête, mais je crois que c'est 2 € par habitant et par mois. Donc vous voyez, c'est relativement modique, oui, mais en même temps ça aide l'entreprise parce qu'elle nous aide en tant que changement donc de société. Bien, j'ai envie de vous dire, vous allez vous représenter en 2052, alors j'imagine que... Je sais pas. Non, vous hésitez. Je sais pas. Voilà. Non. On en reparlera. Voilà, merci en tout cas à vous trois. Bonne actrice quand même. Hein, j'ai raté ma vocation. Mais il n'est jamais trop tard pour changer. La preuve, comme notre ami maraîcher, adaptez-vous, changez. Hein? Alors, est-ce qu'on peut avoir les résultats du mini-sondage qu'on a fait tout à l'heure? Oui, c'est bon. Alors, on va regarder. Hein? Alors, un peu, oui. Pas du tout, 40, d'accord. Donc, je pense qu'on a bien fait de consacrer une séquence assez longue à la question. Alors, il y a des questions qui commencent à tomber, je vais les regarder. Alors quand je regarde la tablette, ne pensez pas que c'est la télévision, que je regarde un match de foot, une série. Non, ce sont vos questions qui apparaissent, d'accord? Arnaud Leroy, président de l'ADEME, va nous rejoindre. On va continuer cette discussion autour de l'économie de la fonctionnalité. Asseyez-vous, voilà, mettez-vous. Oui, mais restez. Oui, voilà. Installez-vous. Occupons l'espace. Prenez un micro. Merci beaucoup d'être avec nous. Quelle définition vous donnez, vous, Arnaud Leroy, de l'économie de la fonctionnalité? Écoutez, pour l'instant, ça a été démontré tout à l'heure par Brigitte. Économie de la fonctionnalité, une économie qui est basée sur non plus la propriété stricto sensu, mais sur la valeur des services rendus. Donc ça, c'est un élément important. Donc la valeur des services rendus avec service avec un S à la fin, oui, pour qu'on puisse vraiment parler soit de services écosystémiques, services sociaux, prévention dans la santé. Donc c'est
cette façon d'aborder les choses que l'on essaie de pousser à travers les travaux de prospective. Oui. Et ce sont des objectifs qui reprennent aussi, en partie, en tout cas, ceux de l'agence bio, hein, bien sûr. Écoutez, je pense qu'on chemine. En tout cas, moi, je suis ravi de participer à cette matinée. Bonjour à toutes et tous, d'ailleurs, pardon. C'est de ma faute. Moi, je crois qu'on a, j'irai pas jusqu'au destin lié, mais en tout cas, on a beaucoup à faire ensemble. Oui. Un, sur l'aménagement du territoire. Je pense que c'est un élément important. La problématique de la transition agricole qu'on porte en commun, l'alimentation durable fait partie des missions de l'ADEME, et le combat qu'on mène, je pense, en commun pour justement reconnaître la question de la valeur des services qui sont rendus par l'agriculture, bio ici en l'occurrence, sur l'ensemble de la société. Donc là, on a un élément commun de discussion, à savoir la prochaine PAC. Donc voilà, à une petite échelle, on essaie d'y participer, et il y a aussi un élément important, parce que 2050, c'est pas une date au hasard. 2050, c'est la date que s'est donnée la France pour atteindre la neutralité carbone. Oui. Et il va sans dire que sans, comment dire, un investissement massif du monde agricole, on n'y parviendra pas. On n'y parviendra pas. Et on voit très bien qu'en même temps, on a des contraintes différentes. On a une demande de manger mieux, manger sain. On a une demande d'aménagement du territoire. On a une demande de préservation de la biodiversité. Tout ça, ça a été pendant quelques décennies, on va dire, des non-sujets, qui deviennent aujourd'hui des sujets majeurs, un, pour l'avenir de la planète, et aussi des enjeux citoyens et sociétaux qui prennent une plus grande importance, et c'est tant mieux. Donc voilà, donc nous, c'est l'idée derrière ce travail un peu de prospective. Donc là, on travaille sur l'économie de la fonctionnalité. Peut-être que le modèle va peut-être évoluer. À terme, on aura peut-être des choses hybrides, je sais pas, mais en tout cas, pour nous, ça nous semblait important et intéressant de voir l'émergence. C'est un peu comme quand vous faites des essais de certaines essences, de plantation, quoi que ce soit, vous regardez comment ça se passe, et là c'est exactement à peu près pareil par rapport à ces sujets qui sont en train d'émerger, qui sont parfois assez avancés. En Nouvelle-Aquitaine notamment, on a un village petit, d'une centaine d'habitants, qui a répondu à un appel à projet de l'ADEME et qui met en place ce qui vous a été présenté par Brigitte tout à l'heure. Oui, donc on va en reparler de ce village dans Nouvelle-Aquitaine. C'est le projet Terra, c'est ça? Exactement. Donc on est aussi dans le côté laboratoire au quotidien. Vous parliez de cette échéance capitale 2050 et la neutralité carbone. Je rappelle qu'on n'a pas le droit d'émettre plus de carbone qu'on peut en absorber à travers les puits, océans, forêts, etc. Précisément, on commence à beaucoup parler des sols. Donc là, directement, de l'agriculture, où en sont les projets, où en est le projet 4 pour 1000 que travaille l'INRA, par exemple. Est-ce que l'agriculture peut vraiment jouer un rôle majeur dans cette affaire? Je pense pas que ce soit le bon verbe. Peut, c'est doit. C'est doit, et pas de manière, c'est pas une injonction. Je pense que c'est une responsabilité collective, et il faut que ça se fasse aussi en accord avec les intérêts des agriculteurs et des agricultrices. Donc le travail qui est mené en coopération entre nous et l'INRA sur 4 pour 1000 démontre. Ça a été présenté encore il y a quelques mois. On avait fait une journée commune pour justement présenter les premiers résultats des travaux. On voit que ça fonctionne et que c'est un élément nécessaire, avec des vraies discussions d'arbitrage, par exemple par rapport au maintien d'une prairie, au maintien aussi d'une activité d'élevage quand vous avez un discours autre qui vous dit qu'il faut absolument cesser de manger de la viande rouge. Donc on voit que les injonctions et les contradictions doivent être, selon le bon jargon technocratique, objectivées. Donc nous y participons à l'objectivation pour justement démontrer que, on peut conserver une activité d'élevage. Donc ça, c'est quelque chose auquel nous on essaie de participer sur cette discussion-là, avec des élevages qui sont peut-être redimensionnés. C'est pas à moi de rediscuter tout ça, mais en tout cas, on voit que si on parle de la question carbone, carbone pur, la question d'une prairie et sa capacité d'absorption et de captage par rapport à un champ cultivé est beaucoup plus forte. Donc, si vous voulez aussi discuter derrière de revenus, parce que c'est ça aussi dont on parle, et je pense que c'est l'objet de votre journée, il faut qu'on puisse permettre aux gens, de faire de l'activité, et il ne faut pas se voler la face. On n'aura jamais, aujourd'hui, en tout cas j'espère qu'on gagnera, mais en tout cas la valorisation des services écosystémiques, on en est au tout début, on en parle depuis très longtemps, mais on voit quand même qu'on a quelques sujets comme de monétiser, de valoriser bien sûr. Ça. Donc il faut aussi qu'on permette d'avoir cette problématique de maintien de l'élevage, et moi personnellement je pense que c'est quand même important qu'on continue de manger de la viande, à titre personnel. Mais il faut diminuer, certes. Il faut diminuer, mais supprimer, il faut moi je suis totalement sur la ligne des flexitariens. Les flexitariens.
D'accord. Vous connaissez pas ce... Si, les flexitariens. Voilà. Je croyais que j'avais cru entendre une expression anglaise. Mais non, c'est peut-être pas encore dans le dico, mais en tout cas, c'est quelque chose qui commence à infuser dans la population. Alors, vous le disiez, tout ça va impliquer des changements, qui sont des changements profonds. On est d'accord là-dessus. Comment l'ADEME peut soutenir cette révolution, ce virage énorme qui doit être pris? Bah écoutez, nous on soutient dans le cadre de l'agriculture. Hein, ouais, mais c'est pas que de l'agriculture, ça a été dit tout à l'heure par le président. Oui. Par exemple, nous on est des acteurs assez conséquents. L'ADEME, la fusion de l'ADEME, ce qui a donné naissance à l'ADEME, c'est la fusion d'une agence qui faisait du solaire, parce qu'on a des capacités solaires dans notre pays. On a encore des boîtes qui fabriquent des panneaux solaires dans notre pays, des très bons centres de recherche, de la qualité de l'air et des déchets. Donc on a mis ensemble toute cette expertise pour au départ créer cette agence qui s'occupait d'environnement et de maîtrise de l'énergie. Dorénavant, on fait beaucoup plus de métiers. On se rencontre régulièrement avec Florent pour justement discuter la question de l'alimentation et la question des déchets, valorisation des déchets verts. Et là, je parle à l'élu que vous êtes. Donc nous, on pousse pour que justement on capte cette manne de déchets verts pour en faire des composts, pour la remettre à terre, dans la terre, et j'espère faire baisser la tonne, par ce biais-là, la tonne de déchets et le prix payé par les citoyens. Nous, on le démontre tous les jours parce qu'on fait avec un élément qui s'appelle la taxe incitative. Donc voilà, pas simple pour les élus à mettre en œuvre, mais en tout cas, on y parvient, ça fait baisser le prix pour les citoyens, et secondo, on arrive à capter, à faire du gaz vert, du compost, des choses comme ça. Donc vous voyez, tous ces éléments-là, nous, on les pousse, mais il ne faut pas se voler la face. On a beau pousser, en face, il nous faut des projets. Il faut que des gens viennent avec des idées. C'est le cas là, du village dont on parlera peut-être tout à l'heure en Aquitaine, d'autres porteurs de projets, des agriculteurs qui s'intéressent à des coproduits, qui ont besoin d'aide, d'accompagnement parce qu'ils vont développer une petite partie économie circulaire. Nous, on est là aussi pour ça, pour discuter, faire émerger ces projets et les conduire à bien, sans prendre nécessairement des parts dans la société ou mettre à mal des modèles économiques existants. On est une agence d'accompagnement. Moi, j'ai tendance à définir l'ADEME dorénavant comme l'agence des transitions, et la transition agricole et alimentaire fait partie intégrante de tout ça. Quand on parle d'agriculture urbaine, donc d'un côté on peut dire oui, c'est gadget, mais n'empêche, je pense que c'est intéressant pour reconnecter une partie de la population avec la problématique des qualités des aliments. On remet de la biodiversité en ville. Et quand on parle de rafraîchissement ou d'autres adaptations au changement climatique, c'est des éléments qui ne sont pas anodins. Oui, il y a une part d'éducation aussi. Voilà, il y a une part d'éducation. Donc nous, on est un acteur qui avons la chance d'être à l'échelle nationale. Donc on a une agence, certes, dont le siège est à Angers, donc une des rares agences provinciales, qu'on assume et on en est ravis. Et on est présent sur l'ensemble du territoire par des directions régionales, y compris en Outre-mer. Donc on essaie de travailler au plus près du terrain pour faire émerger des projets accompagnés. Donc voilà, et vous avez raison de parler révolution, je n'irai peut-être pas jusque-là pour pas effrayer, parce que ça a toujours une connotation un peu violente dans la révolution. En tout cas, le changement d'échelle et la marche pour arriver à la neutralité carbone, que ce soit dans la mobilité des gens, dans l'occupation du territoire, l'aménagement du territoire, la question agricole ou la question énergétique, est assez conséquente. Alors justement, prenons un exemple et partons en Nouvelle-Aquitaine, qui est une région intéressante et particulière. Il y a un plan d'adaptation au réchauffement climatique très important qui a été lancé par le président de la région et qui est piloté par le climatologue Hervé Le Treut. Donc il y a un projet là-bas. Alors c'est un village, une communauté, un territoire. Dites-nous ce qui se passe là-bas. Projet expérimental. Projet expérimental. Donc l'idée, c'est exactement d'essayer de faire un laboratoire, des actions dont parlait tout à l'heure Brigitte, connexion entre des personnes qui vont produire de l'alimentation, des personnes qui vont utiliser cette alimentation produite pour se nourrir, les valorisations des services écosystémiques. Donc vraiment, ce petit laboratoire à une échelle peut-être qu'on peut trouver restreinte, parce qu'on parle d'un village de 85 ou 86 habitants. En tout cas, on voit qu'on arrive dans cet écosystème à recréer ce laboratoire de l'économie de la fonctionnalité. Ce qui est important pour nous, c'est de partir de cet exemple-là pour essayer d'avoir un petit chapelet de villages ou de villes ou de quartiers ou de parties d'arrondissement qui s'intéressent à la démarche et qui peuvent y entrer. Donc c'est pour ça que moi je suis en train de voir avec les équipes pour, dans le cadre de la loi économie circulaire actuellement discutée à l'Assemblée nationale, essayer de voir si on pourrait pas faire ce qu'on a réussi à faire dans le quinquennat précédent sur les territoires zéro chômeur longue durée, voir si on peut éventuellement labelliser une dizaine de territoires qu'on suivrait, c'est expérimental, pour justement faire avancer cette problématique de l'économie de la fonctionnalité qui est la suite logique de l'économie circulaire.
selon les théoriciens. Vous parlez de territoire, puis vous avez vous-même posé la question, est-ce que c'est adaptable, ce type d'expérimentation, à des échelles plus grandes, genre une ville avec des centaines de milliers d'habitants, voire davantage? Je pense que c'est adaptable. Il y aura peut-être des modifications. Il y a peut-être un modèle pur qui fonctionnera très bien sur des petites structures administratives. Après, je pense que c'est adaptable. Oui. Et on le voit quand il y a des quartiers qui, historiquement, se sont créés un petit peu comme ça sur des réseaux d'entraide, parce que c'est un peu une version moderne de l'entraide, ce qu'on essaie de démontrer, avec une donnée marchande qui est pas du tout, niée. Il y a une valeur. Par contre, ce dont on parle, c'est une valeur, glissante. On valorise beaucoup de choses qui aujourd'hui ne sont pas valorisées. Donc c'est ça l'important pour nous, et ça participe, à mon avis, à un changement de modèle de société qui est quand même appelé régulièrement par les citoyens. Donc voilà, donc là on est encore, je dis pas au balbutiement, mais on est au début, on est en train de regarder. Il faut qu'on regarde aussi ce qui se passe à l'échelle européenne, et on voit que quand on pousse la démarche assez loin, ça fonctionne bien. Donc je pense que c'est adapté. Il faudra peut-être y mettre des moyens de gouvernance. Il y a peut-être un élément aussi de gouvernance quand on passera à une échelle un peu plus importante comme une région. Mais c'est des éléments qui sont à mon avis très importants. Alors, des questions, des remarques, il y en a. Brigitte, prenez un micro s'il vous plaît. Alors, une petite critique. Les explications sur la participation des caisses de maladie n'est pas très claire, Brigitte. Est-il possible d'avoir des précisions sur cette participation? Comment voyez-vous ça? Alors, tout d'abord, effectivement, il y a quand même une toute petite difficulté, parce que bon, c'est vrai que cet exercice de récit prospectif lisse quand même un petit peu les difficultés rencontrées. La question de la valeur, de la révélation de la valeur et de la monétarisation, elle est importante réellement. Donc ça, c'est vraiment ça qui est au cœur aujourd'hui. C'est genre, pour reprendre le discours d'introduction de Monsieur Henry, il va falloir qu'effectivement on mette au point, on crée à des échelles qui restent à déterminer des dispositifs d'évaluation pour partager sur ce qui fait valeur entre les acteurs, parce que ce qui fait la valeur pour l'un ne fait pas de la même façon valeur pour l'autre. Donc c'est une grosse difficulté, ça, c'est-à-dire s'accorder sur ce qui fait valeur. Alors ensuite, quand on est d'accord sur ce qui fait valeur, il faut lui donner un coût, un prix, c'est-à-dire passer à cette transformation monétaire. Vous voyez, la valeur, on passe à une transformation monétaire. D'accord? Donc, effectivement, toute la difficulté, alors, la personne dans la salle l'a bien pointé, c'est effectivement comment se mettre d'accord sur comment ça fait valeur pour la Caisse nationale de santé. Voilà. Alors, si je peux me permettre, je vous en prie, oui, bien sûr. Parce que c'est tout l'intérêt de l'aspect, on va dire, alimentation saine par rapport à la prévention. Donc voilà, aujourd'hui, on en est, vous voyez, par exemple, émerger dans pas mal d'endroits des prescriptions médicales invitant, par exemple, et je pense que c'est important quand on imagine la France de 2050, de prendre ça en considération, invitant les personnes âgées à faire du sport, remboursé par la sécurité sociale. Pour justement travailler sur la prévention, maintenir les gens le plus longtemps possible, en agilité. Et la France de 2050, c'est une France qui a fortement vieilli. Et ça, il faut en avoir conscience. Oui. Et donc l'aspect et une génération qui aurait été, nourrie avec excessivement de sucre, qui aura été la génération, et j'espère que ce sera la génération de transition sur la nourriture ultra transformée et de manière industrielle. Oui. Donc voilà, donc c'est ça qu'il faut prendre en considération. Moi, je suis incapable aujourd'hui de vous dire dans quel état sanitaire va arriver cette cohorte générationnelle. Je sais pas. Alors peut-être que on sera peut-être tous des guerriers, ou alors on sera peut-être plus abîmés que nos grands-parents qui avaient vécu la guerre, les difficultés à la sortie de la guerre, et les 30 Glorieuses où il fallait reconstruire le pays. Donc ça, c'est une vraie question. Donc ce sujet-là de prévention pour justement diminuer la charge de santé, donc la valorisation de cet effort-là, pour répondre un petit peu à la question, c'est ça aussi qu'il faut avoir en tête. En tout cas, c'est comme ça que nous on l'a analysé, et qu'on regarde ça un petit peu, parce que on parlait de prospective, simplement pour parler un petit peu de l'ADEME. 2 minutes supplémentaires. Donc, moi, voyant l'adoption de la loi récente
sur l'énergie et le climat avec cette volonté française affichée de neutralité carbone 2050, je me suis dit, il y a peut-être un petit chantier aussi pour l'ADEME. Donc du coup, on a calibré une direction qui fait de la recherche, on opère pas mal de programmes de recherche avec l'ANR, et aussi de la prospective. Et s'il y a des gens qui font la prospective dans le domaine agricole, sachez que nous, on est preneurs pour faire des partenariats, discuter, échanger, confronter nos analyses, parce qu'on doit construire cette feuille de route. Donc on peut dire 2050, sauf que 2050, c'est dans pas très longtemps, on va dire. Oui, bien sûr. Donc il faut déjà qu'en 2030, on ait fait quand même une sacrée partie de l'effort. En 2040, il faudra qu'on fasse les efforts un petit peu plus nécessaires. Et 2050, bon an mal an, c'est une piste d'atterrissage. C'est pas là, faut pas se voiler la face, c'est pas entre 2045 et 2050 qu'on fera l'effort le plus conséquent. Oui. Donc cet aspect de regarder comment se comportent les cohortes générationnelles, et là c'est un travail que nous on fait que Santé publique France aussi, on regarde un petit peu tout ça, est quand même au cœur des éléments de prospective pour le pays. On peut imaginer tout ce qu'on veut en termes de production énergétique. Si on a une population qui a des vraies difficultés à se déplacer, à se mouvoir, qu'on n'arrive pas à assurer par exemple des équilibres territoriaux, donc du maintien, parce qu'on a renoncé à certains services publics dans les territoires les plus reculés ou les moins peuplés. Voilà, ça c'est des vraies questions. Donc la question de la santé et du maintien en bonne santé, donc la valorisation de tous ces services annexes de l'alimentation fait partie intégrante quand même de ce scénario. Faut l'avoir en tête. Alors, une question plus simple. Quel est le nom du village en Nouvelle-Aquitaine? Je dois avouer franchement que j'ai oublié. Est-ce que quelqu'un sait? Je peux le retrouver d'ici la fin de mon intervention. Bon. Mais Bien, voilà, merci beaucoup. Oui. TERA, site internet pour ceux qui n'ont pas entendu. Merci beaucoup d'être intervenu. Merci à vous. Alors, beaucoup d'autres questions. Alors, le nom du village, je viens de le voir. Oui, alors, on a bien entendu parler de coopération. D'accord? Quid de l'articulation avec les corps agricoles actuels en 2050? Comment on va essayer de construire cette coopération, ce rapport un petit peu différent entre les différents acteurs? Alors, Brigitte aussi. Moi, 2050, c'est quand même une cartographie agricole certainement différente qu'on aura devant nous. Parce qu'on voit, en tout cas les chiffres parlent d'eux-mêmes, un taux de conversion assez conséquent. Et moi, j'ai une petite question à laquelle j'ai pas de réponse, c'est comment sera structurée la filière agricole? Est-ce qu'on sera capable de maintenir une exploitation, un exploitant, ou est-ce qu'on ira vers des formes beaucoup plus, on va dire, je dirais pas collectives, en tout cas de groupement? Comment ça va évoluer d'ici 2050 avec les difficultés qu'on connaît de reprise d'exploitation? Donc moi, c'est une question que je me pose, à laquelle j'ai pas la réponse, notamment pour les filières qui sont parfois en difficulté. Donc ça, je pense que c'est en tout cas, c'est à construire, c'est à discuter, c'est à construire. Voilà, mais donc voilà, je pense que le dialogue dépendra de l'évolution aussi des échanges et de la structuration de la filière agricole, la place que prendra demain, par exemple, quid de la grande distribution en 2050? Est-ce qu'on aura encore des grands hypermarchés en 2050? En sachant qu'il y a des désaffections aujourd'hui, qu'on voit des sociétés de groupes connus, genre Auchan, Carrefour, qui s'interrogent d'ailleurs, qui reviennent dans les centres-villes. Donc, est-ce que d'ici 2050, on n'aura pas, revégétalisé tous ces boutons urbains qu'on a à l'entrée des villes? Je sais pas. Oui, bien sûr. Donc c'est des questions qui sont posées et auxquelles on doit quand même réfléchir, parce que je pense que la puissance publique, en tout cas moi je suis à la tête d'un opérateur de l'État, ça se fera pas sans casse. Nous on voit sur une mission qui est tout autre, les friches industrielles. L'ADEME opère pour le compte de l'État un fonds d'intervention pour sécuriser les friches industrielles dont on a perdu trace, et Dieu sait qu'il y en a dans notre pays, des propriétaires. Donc on se retrouve avec des sites industriels où on a eu du plomb, du mercure, voire les deux, et on a eu un propriétaire qu'on appelle défaillant pour être poli,
qui s'est souvent taillé la malle avec la caisse et qui a laissé un territoire dans un état écologique désastreux, avec des gros problèmes de sécurité, parce que par exemple quand vous avez des sites, vous avez des gamins qui veulent aller y jouer, donc nous on intervient là-dessus. Et on voit que ça coûte excessivement cher. Oui, bien sûr. Excessivement cher pour remettre à niveau et faire cette mission de police un petit peu sur ces sites-là. Donc voilà, donc moi j'ai ces questions-là par rapport à ce que vous posez. Quels sont les nouveaux acteurs qu'on aura en 2050 ? Et je sais pas quels sont les acteurs qu'on aura en 2050. Peut-être que Brigitte, en tant qu'actrice, a une vision. Moi, je voulais rebondir sur le mot coopération. Oui. Alors c'est un mot qui est très très paradoxal parce que tout le monde en parle. Et en fait, on a beaucoup de mal à mettre en place cette coopération. Donc la coopération, c'est pas une injonction. On n'est pas coopérant par nature. Au contraire, c'est plutôt le contraire. Hein. On a été éduqué dans la compétition. Donc pour coopérer aujourd'hui, ça demande quand même un sacré changement de nos modes de pensée réellement. Donc la coopération, elle s'incarne dans la question du travail pour construire des écosystèmes coopératifs, probablement territorialisés. Il va falloir que les personnes apprennent à fixer des règles de coopération. Les règles, ça s'incarne au travers de contrats, d'engagements, ça s'incarne également dans les façons de travailler, c'est-à-dire des réunions, notamment de retour d'expérience, dans des organisations apprenantes, dans également la façon dont on va accepter l'erreur aussi, qui est très loin de notre mode de pensée culturel, réellement. Voilà. Donc la coopération, c'est quelque chose, c'est très paradoxal. Tout le monde en parle, mais en fait, on a tous beaucoup de mal à s'y mettre. Donc là-dessus, on travaille notamment avec le laboratoire de l'ESS, même l'ESS, pas forcément les mieux armés par rapport à la coopération. La coopération, c'est un concept qui se met en place au travers de règles, et c'est uniquement dans le travail des personnes. Est-ce que je peux compléter un petit mot, parce que il y a coopération, et moi j'ajouterais contractualisation. Oui. Et je pense qu'à l'échelle territoriale, c'est excessivement important. Je prends un exemple concret, ce qu'on voit actuellement par rapport aux métropoles. Donc on a des métropoles en France qui sont puissantes, qui concentrent beaucoup de richesses, beaucoup d'activités économiques, qui prennent des engagements 100% bio, 100% ONR, sans être capables d'en faire 10%. Donc l'effort, c'est pas une critique en règle contre les élus métropolitains, hein, je tiens à le dire, après bien sûr. on a des problèmes. Mais la réalité, c'est que aujourd'hui, une ville que je connais bien, qui s'appelle Bordeaux, parce que je suis girondin, qui annonce vouloir passer à 80% ou 100% d'ici 2035 de bio dans ses cantines, elle est incapable de faire ça, sans dialoguer avec les territoires voisins. Donc, nous, ce qu'on voit émerger, et ce qu'on pousse aussi, c'est ce qu'on appelle des contrats de solidarité territoriale. Pour donner un revenu avec de la visibilité, notamment au monde agricole, et puis permettre à ces territoires de conserver une population active, donc des services publics. Donc par exemple, on disait tout à l'heure, une offre médicale, une offre scolaire, en sachant que, et je vous encourage à regarder ça, hein, c'est quand même impressionnant, alors qu'on a cru qu'avec l'Internet, on pourrait redispatcher un tant soit peu l'aménagement territorial, on voit aujourd'hui que les centres-villes des métropoles, donc souvent les villes-centres des métropoles, sont des aspirateurs à tout, à talent, à argent, à jeunes, à culture, et on voit, je pense que ça a été démontré d'ailleurs par la crise qu'on a vécue l'année dernière, un effondrement, non pas des petits villages ou quoi que ce soit, des villes moyennes qui sont entre 60 et 100 000 habitants, donc c'est pas des petits territoires, et il faut qu'on repense l'équilibre et la responsabilité de ces territoires. Et donc ces contrats de solidarité, c'est pour ça que je rajoute le mot contractualisation par rapport à la coopération, parce qu'il faut aussi qu'il y ait un rapport monétaire. Je pense que les métropoles qui sont des territoires riches doivent pouvoir et doivent être plus qu'encouragés à financer le maintien. On l'a vu, il y a des discussions récentes avec Paris par rapport à des champs captants en Île-de-France, pour avoir de la bonne qualité de l'eau à Paris, donc pour les Parisiens, on fait des deals avec les agriculteurs en leur demandant de ne pas faire ci, pas faire ça, cultiver ci ou ça. On a les mêmes problématiques dans quasiment toutes les métropoles. Aujourd'hui, la problématique de l'eau, par exemple pour la métropole de Bordeaux, ça veut dire aller chercher l'eau qui est en dessous
du médoc, donc de massifs forestiers, important pour la captation carbone, et d'une partie importante de l'économie locale, à savoir le vin. Aujourd'hui, vous n'avez pas de contrepartie. Le milieu forestier dit, attendez, mais nous, on veut bien participer à certains trucs, mais il faut qu'on soit rémunéré aussi, parce qu'on va avoir peut-être une baisse de production, on va devoir changer certaines essences, des pratiques qui vont devoir évoluer, et ça, on voit émerger, mais on est encore loin de ça, et j'espère que d'ici 2050, nous y serons parvenus. Donc, coopération, oui, et contractualisation. Oui, avec d'autres contraintes. Dans le bassin de la Garonne, c'est moins 50% d'eau à l'horizon 2050, les prévisions des climatologues. Moins 50%. C'est considérable. Vous pouvez aussi poser des questions directement. On a des micros, si vous voulez lever le doigt. Il y a d'autres questions, alors voilà. Bon, des choses un petit peu plus souriantes. Alors, que donnerait le scénario à l'occasion des 30 ans de manifestation des Gilets jaunes? Ont-ils adopté l'économie de la fonctionnalité? Donc voilà, on a le droit de sourire de temps en temps. Oui, 2050, combien d'habitants? Assez de ressources. Est-ce qu'il y aura assez de ressources pour nourrir tout le monde avec ce modèle qui baisse les volumes de production? Là, il y a pas mal d'inconnus dans l'affaire. Il y a pas mal d'inconnus. Ouais. Ce qu'on voit, globalement, on sera 2 milliards de plus sur Terre. Je pense que si les logiques sont respectées, on devrait arriver à ça. Ouais. Oui. On sera entre 9 et 11 milliards. Oui, c'est ça. Donc voilà. Après, quelle sera la place de l'Europe là-dedans et de la France? Bonne question. Je pense que la France, on sera certainement au pic de notre hausse de population, donc on devra peut-être tourner autour de 80-85 millions d'habitants, ce qui est quand même assez conséquent. Oui, bien sûr. Et avec une partie de la population, alors je veux pas insister trop là-dessus, parce que moi je suis pas négatif, je pense que c'est un challenge magnifique, parce qu'on a une nouvelle société à écrire. Mais avec une population qui aura quand même une partie de personnes de plus de 60 ans qui sera conséquente, on sera certainement plus du tiers de la population. Faudra voir comment elle sera dispatchée géographiquement, et c'est la même question en Europe. On ne sait pas, mais vous avez des pays en Europe, d'ici 2040 par exemple, un pays comme le Portugal, qui est aujourd'hui aux alentours de 10 millions, devrait passer sous la barre des 7 millions d'habitants. Prenez tous les pays de l'Est, c'est des pays qui perdent de la population à vitesse grand V. La Hongrie, la Bulgarie, c'est quand même assez conséquent. La Chine, dont on parle très peu, est un pays qui vieillit excessivement vite, qui va être confronté aux enjeux que nous vivons dans cette fameuse vieille Europe beaucoup plus vite que ce qu'elle pensait. Donc voilà, une cartographie de société qui est complètement différente et qui devra nous imposer certainement des réflexions par rapport à la place de chacun au moment de sa vie. On le voit aujourd'hui avec des jeunes retraités actifs qui veulent garder, malgré le fait d'être retraités, une utilité dans la société. Et je pense qu'on n'est pas encore totalement branché sur ces questions-là parfois. Brigitte, vous vouliez ajouter? Oui, simplement en tant qu'économiste, je dis que j'ai envie de dire vraiment que c'est justement c'est une invitation à changer de paradigme. Et changer de paradigme, c'est s'intéresser avant tout au modèle économique. C'est par le changement de paradigme de modèle économique qu'on arrivera à concilier l'ensemble des acteurs, l'ensemble des intérêts. Donc c'est un changement de modèle économique qui peut construire une convergence d'intérêts. Merci. Alors on a une question tout en haut. Bonjour, Yvan Agvenov, Agrapresse. J'avais une question. On a parlé de la caisse d'assurance maladie des collectivités. Est-ce qu'aussi ces fonctionnalités pourraient être rémunérées par les entreprises et le secteur privé? Oui, alors, Brigitte, le modèle invite à identifier les bénéficiaires, ce qu'on appelle d'effet utile, c'est-à-dire de valeur qui est créée. En quoi le modèle crée de la valeur et pour qui? Donc, toute la question, c'est de définir, effectivement, d'identifier les bénéficiaires, et ces bénéficiaires seront invités, effectivement, à rentrer dans la structuration du revenu. Non. Je pense. Je crois que oui. Je crois que oui. Et je pense qu'il y a une grande partie des entrepreneurs, en tout cas, qui se lancent, et c'est valable en grande partie dans l'alimentaire, on va dire, qui sont attachés à ça. Parce qu'ils veulent prendre une part aussi, positive, un pacte social positif. On le voit dans tous les débats qu'on a pu avoir récemment sur les entreprises à mission. On voit qu'il y a quand même pas mal de réflexion, et d'ici 2050, je pense qu'il y en aura encore plus par rapport à l'impact social, environnemental de l'activité économique, quelle qu'elle soit. Oui, je voulais ajouter, on a parlé effectivement de ce terrain d'expérimentation qui s'appelle Terra, mais il ne faut pas oublier
toutes les entreprises, toutes ces PME qui aujourd'hui ont déjà rejoint une trajectoire sur l'économie de la fonctionnalité de la coopération, soutenue d'ailleurs financièrement par l'ADEME en partie et des régions. Donc il y a la région Grand Est, il y a la région des Hauts-de-France, il y a d'autres régions que je vais pas toutes les citer. Voilà, donc aujourd'hui on a une dizaine de clubs économie de la fonctionnalité, de clubs entrepreneuriaux sur le territoire. Il y a une dizaine de clubs disséminés, donc à peu près un sur chaque voilà, un ou deux sur chaque région, donc d'entreprises. Donc c'est pas énorme, hein, aujourd'hui c'est 300 entreprises. C'est pas grand chose, mais c'est pas rien, 300 entreprises qui sont déjà engagées dans une trajectoire vers ce nouveau modèle émergent. Pour donner peut-être d'ici 2050 pour rassurer notre auditoire. Oui. Il y a 20 ans, un peu plus de 20 ans, l'ADEME a créé un club ADEME international avec des entrepreneurs sur les éco-entreprises, tout ça. Donc, on était à la même maille. Aujourd'hui, il y en a plus de 10 000. Donc, ça donne une potentialité. Oui, c'est clair. Question, oui. Oui, Maurice Sanciaume, Institut de médecine environnementale. Donc, je vous remercie tout d'abord de nous faire rêver, aller vers l'avenir, 2050, l'utopie. Donc, et aussi de nous rappeler qu'on a 10 ans pour agir, donc 2030, et Néoterra, la région Aquitaine, montre bien que si on attend 2050, on n'aura plus d'eau, quoi, et on aura d'autres problèmes. Donc 2030, ça veut dire, c'est maintenant, je dirais, qu'il faut changer d'échelle. Ouais. Donc comment l'ADEME, et avec tous les autres acteurs, parce qu'il y a quand même pas mal d'argent qui sont sur la table sur cette question de transition, comment on change d'échelle en jouant avec les régions qui ont très envie d'aller. Donc, comment on change d'échelle? J'aimerais avoir votre réponse. Merci. Alors, nous, on a commencé par le bas. On a hier publié des fiches à destination des candidats aux municipales. Voilà, où il y a un ensemble de sujets sur la transition écologique en disant le mandat qui s'ouvre, là, 2022, 2020-2026, il est cœur par rapport à l'action qu'on doit mettre en œuvre à l'échelle territoriale, EPCI, pour nos sujets de transition écologique, si on veut avoir vraiment une activité assez conséquente d'ici 2030. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est ma présence ici aujourd'hui pour qu'on apprenne aussi à beaucoup plus travailler en partenariat, que ce soit avec les acteurs publics comme l'agence du bio ou d'autres. Et moi je l'ai dit, dans notre mission de prospective, on essaie de travailler avec l'ensemble des corporations, des fédérations, de les challenger aussi, parce que tout le monde y va soit de ses engagements à la COP 2015 par rapport aux engagements de l'accord de Paris, ou soit parce que vous avez le G7 à Paris, chaque association professionnelle essaie de dire qu'ils vont faire ci et ça. La question c'est est-ce que c'est fait, comment c'est fait, et comment on arrive à donner corps à tout ça et à donner de l'ambition. Alors moi je vous cache pas que je fais partie de ceux qui pensent qu'on a un problème de gang budgétaire. Donc c'est une position publique que j'assume. La règle des 3%, alors je surfe sur l'entretien du président à The Economist cette semaine, on a un problème d'investissement dans la transition écologique et énergétique. C'est un chantier qui va coûter plusieurs centaines de milliards, voire peut-être plus à l'échelle européenne et même à l'échelle française. Et aujourd'hui, je pense que collectivement, nous ne sommes pas à la maille du défi qui est devant nous. Je le dis clair et net. La question, c'est comment on fait. Alors, on me dit, oui, mais bon, les règles budgétaires, mais moi, ça m'intéresse pas, ça. La question, c'est comment on fabrique de la résilience et de la survie pour la population d'ici 2050. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Et moi, je ne comprends pas que politiquement, ça ne soit pas beaucoup plus assumé en disant, écoutez, il y a 10 dépenses alimentaires, l'éducation en fait partie également, qu'on doit sortir de ces logiques complètement budgétaires parce qu'on investit pour le maintien de la vie sur Terre. Moi, la planète, tout ça, j'ai pas de problème. Je pense qu'elle s'adaptera. C'est surtout l'humain, dont on a oublié quand même le fait qu'on est simplement une espèce un peu avancée, qui risque de disparaître. Et ça, je crois que c'est vraiment le sujet. Donc moi, c'est un débat qu'on a avec plusieurs économistes. On est quelques-uns à le porter. Je crois qu'il faut continuer. Alors, il y a des discussions là sur un New Green Deal à l'échelle européenne. J'espère qu'on aura ce débat-là politiquement. Ça ne veut pas dire qu'il faut ouvrir et financer tout n'importe quoi. C'est pas pour avoir plus d'aéroports, plus d'échangeurs d'autoroutes. C'est pas ça le sujet. Mais on a plein d'efforts à faire. Quand on voit le débat qu'on a sur la PAC, par exemple, sur les difficultés qu'on a eues en France pour trouver l'argent pour les conversions, tenir le rythme. Tenir le rythme. On peut inviter les gens à faire du bio, plus de bio, très bien. Mais si on n'arrive pas à suivre derrière et qu'on met des secteurs complets dans l'embarras, on aura des difficultés. Je pense ici également au transport. On dit au transport, il faut arrêter. Machin.
On est incapable aujourd'hui, à part proposer des solutions de suramortissement d'équipement, de proposer des plans de transition. Ça, c'est des vrais sujets. Ça, c'est des vrais sujets. Et nous, ce qu'on dit, parce qu'au-delà de tout ça, quand on dit, ben regardez, on va permettre à tel ou tel entrepreneur d'acheter un bulldozer qui va consommer 7 fois moins. C'est super. Sauf que la signature carbone du nouveau bulldozer, personne s'en occupe. Donc ce qu'on appelle l'analyse de cycle de vie. Quel intérêt pour la planète d'avoir, certes, un bulldozer qui consomme 48 litres au 100 et un autre à 7 litres? On n'avait peut-être pas besoin d'avoir 2 bulldozers, parce que la facture carbone de ce bulldozer, au-delà de sa consommation, elle est énormissime. Donc, par exemple, pour nous, à l'ADEME, ça veut dire discuter avec les majors de la construction, en leur expliquant que l'impact carbone d'un nouveau bâtiment, quelle que soit son efficacité énergétique, est terrible, terrible au regard de la signature carbone d'une rénovation bien faite. Alors, c'est peut-être. Et ça, c'est des sujets. Moi, je dis, on était encore avec Bouygues Construction récemment. Ils vont devoir, et on les aide à challenger leur modèle économique. Donc voilà ce qu'il faut qu'on arrive à mettre en place d'ici 2050, qu'on relocalise, je suis désolé de le dire, beaucoup de production également, parce qu'il faut qu'on arrête cette culture du transport à outrance, qui est devenue un sujet carbone, mais un non-sujet économique, tellement il coûte peu cher, et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à renverser. Donc, vous voyez, des gros chantiers, mais je crois que la problématique budgétaire est assumée, qu'une transition écologique, ça ne veut pas dire faire des chèques à tout va, mais aura un coût. Je crois que ce serait déjà une étape d'honnêteté intellectuelle qui est un peu nécessaire si on veut objectiver le débat. Merci beaucoup. Oui. Voilà, un vrai discours programme. Alors, monsieur, on vous écoute. Charles Jonado, une question pour monsieur Leroy. Je voulais savoir si l'ADEME pouvait être partenaire de plusieurs projets de pilote village, puisque vous parlez de ce village dans l'Aquitaine, oui. Pour gagner du temps, puisque le temps presse d'ici 2050, est-ce qu'il serait possible de multiplier justement ces lieux? Alors moi j'ai des propositions à faire parce que j'ai identifié un certain nombre de lieux en France qui pourraient par la même occasion servir à aider la reconversion de certaines entreprises agricoles. Je pense à un lieu du côté de Bourges, un autre du côté de Poitiers. Enfin, il y en a beaucoup d'autres en France. Et c'est ce qu'on appelle les tiers-lieux, puisque vous avez parlé des friches industrielles qui sont des tiers-lieux. Il y a d'autres lieux qui ne sont pas des friches industrielles, qui sont des propriétés abandonnées, des villages carrément en friche. Donc tous ces lieux, on pourrait leur redonner la vie, sachant qu'en parallèlement à cela, il y a des citadins qui sont volontaires pour quitter la ville et s'installer en milieu rural, vous le savez. Donc, en utilisant tous ces facteurs, et finalement, il serait capable de redonner vie à un certain nombre de lieux en province, en milieu rural, et donc d'aller beaucoup plus vite. Et donc ma question, c'est est-ce que l'ADEME serait partenaire pour ce type de projet qui serait la multiplication de ces projets pilotes? Nous, on est toujours volontaires. Je pense qu'on l'a démontré depuis la création de l'ADEME, même du temps de la FME, quand je regarde un peu nos archives internes. Le sujet important, parce qu'on a exactement le même débat sur l'économie circulaire. Je pense qu'il faut qu'on assume le fait que ces expériences doivent être construites. Il faut qu'il y ait des projets, parce que c'est bien beau d'identifier des territoires, mais après il faut qu'on arrive à construire un projet, avoir une équipe, quelque chose qui tienne la route, et qu'on soit aussi en capacité d'assumer que ça ne puisse ne pas fonctionner, et secondo, parce que ça peut ne pas fonctionner partout, et secondo, qu'on arrive aussi à avoir cette logique de dire, il y a un coup de boost à l'ADEME au départ, nous c'est notre vocation, on initie, on teste, et après il faut qu'on arrive à trouver, ça a été dit tout à l'heure par Brigitte, il y a un modèle économique aussi à trouver pour assurer la résilience. Je pense que ça c'est un élément important, mais s'il y a des projets que vous avez en tête, on a la chance nous d'avoir des bureaux dans l'ensemble des anciennes capitales régionales, et moi j'ai tenu en prenant la présidence de cette agence à ce qu'on maintienne ce réseau, donc nous sommes partout selon l'ancienne carte régionale, donc je vous invite, si vous avez des projets, à vous rapprocher des directions régionales de l'ADEME. Merci beaucoup. On va prendre une dernière question. Bonjour, je m'appelle Isabelle Malsan, je suis journaliste à l'agence France Presse. Et vous avez parlé de coopération tout à l'heure, de définition de la coopération. Il y a des gens dans le milieu rural qui savent ce que c'est la coopération. Depuis 80 ans, les coopératives agricoles existent. Je voulais savoir dans quelle mesure est-ce que vous pouvez associer les coopératives agricoles
à cette transition? Est-ce que vous travaillez avec elles? Et pourquoi ne pas partir de ce qui existe plutôt que de recréer de nouvelles coopératives ou coopérations dont on ne sait pas comment elles fonctionnent? Merci. Brigitte, peut-être. C'est une réponse, oui. Oui. Oui, absolument, vous avez complètement raison. Il faut travailler l'existant, bien évidemment. Il ne faut pas aller seulement sur de la création. C'est deux démarches qu'il faut mener en parallèle. Et ce que vous suggérez, eh bien, on s'y apprête. D'ailleurs, nous avons depuis presque 2 ans, donc nous menons un atelier, ce que nous appelons Bien vivre alimentaire, qui est en partie d'ailleurs financé par l'ADEME, donc un atelier de recherche sur ces questions-là. Et donc là, tous les acteurs sont les bienvenus autour de cet atelier. Et après, je pense qu'il y a un élément d'innovation qu'il faut prendre en considération, c'est que ce qu'on voit dans l'ensemble du monde économique, c'est que l'innovation est rarement portée par des structures existantes, qui plus est quand elles sont très grosses. Et en France, on a la chance d'avoir des très grosses coopératives, dont le modèle économique, en tout cas, aujourd'hui, est peut-être parfois pas toujours en lien avec leur racine d'activité. Donc ça, c'est des éléments qu'il faut prendre en considération. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut tout bazarder, mais il faut qu'on soit à l'écoute aussi des évolutions des coopératives qui ont maintenant pris des tailles, je pense au groupe Avril, Tereos, ça c'est des coopératives agricoles. Et quand même qui ont des postures, parce que on va dire leur fonctionnement aujourd'hui se rapproche plus entre guillemets d'une multinationale qu'une coopérative agricole qu'on peut avoir dans l'imaginaire collectif. Il faut aussi qu'on puisse faire émerger d'autres, et je pense que c'est une demande d'ailleurs, c'est pas l'ADEME qui le dit, c'est quand on regarde sur le territoire, on a des émergences de personnes qui quittent soit des coopératives, qui créent d'autres choses, parce qu'on se retrouve plus dans certains fonctionnements. Donc il faut qu'on arrive à accompagner. Nous, on discute régulièrement avec les coopératives, Coop de France, que je vois encore prochainement, pour justement travailler sur l'ensemble de ces sujets-là, comment on peut accompagner le glissement d'un modèle. Pas simple, parce que je le dis, quand on prend ici, il y a certainement pas mal de personnes qui sont en contact de coopératives agricoles sur les sujets de produits phytosanitaires, la problématique des semences, on voit très bien que, et c'est valable aussi pour une grande partie du monde économique, j'insiste là-dessus, c'est que quand vous voulez faire de l'innovation, c'est terrible à dire, alors je voudrais pas utiliser le terme à la mode d'ubérisation, mais en tout cas, on voit que soit on arrive à protéger un temps certain des petites structures qui montent et qui créent des choses nouvelles, en les protégeant, je pense qu'il faut assumer ce rôle-là, et c'est le rôle de la puissance publique, et à côté de fabriquer les ponts et la question, on va dire, du dialogue entre ces grands groupes qui ont parfois des positions dominantes, qui doivent répondre à des impératifs économiques, donc boursiers. Voilà, donc ça, c'est des vraies questions. Comment on fait cohabiter l'émergence de ce nouveau modèle avec un modèle existant? Ça, je vous avoue franchement que là-dessus, c'est encore la prospective, c'est 2050. Mais on a un vrai sujet de cohabitation et de dialogue à construire. Voilà, ce sera la conclusion de cette première séquence. Je pense qu'on peut applaudir Arnaud Leroy et Brigitte Pasquelin. Merci beaucoup.